Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc cette semaine, on fait un film que Seb, depuis le début du podcast, me demande quand est-ce qu'on va le faire. Donc on fait 30 jours de nuit, 30 Days of Night. Et pour ce film-là, on a invité Ben parce que pour X raisons, Seb, il avait l'air de croire que Ben avait beaucoup de knowledge. Fait que Ben, pourquoi tu as du knowledge dans ce film-là? Puis hey, bonjour en passant, Ben. Salut les gars, merci de l'invitation encore une fois. Seb, t'as raison, j'ai du knowledge parce que quand j'étais petit, j'étais un grand fan de BD. Puis je pense que quand tu lis des BD, une BD d'horreur qui est incontournable, c'est 30 jours de nuit. Là. D'ailleurs, le film est basé là-dessus, donc je les avais toutes. Et je suis familier avec l'univers. Y en a-tu beaucoup? Je pense qu'au total, il y en a peut-être 8. Okay. Moi, j'en avais 4, mais de mémoire, il y en a comme 3, que c'est l'histoire qui tourne autour des personnages du film, puis le reste, c'est des nouvelles qui se passent dans l'univers de 30 jours de nuit, qui est vraiment intéressant. Là. Fait que le film serait un peu comme les 3 principales BD. Le premier. Au fond, il y a juste le premier? Ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, on va sûrement parler, là, mais ils ont fait genre ils ont fait une suite à 30 jours de nuit qui était comme un direct to DVD. Ouais. Ça, vu? Non, je l'ai pas vu. Apparemment que c'est horrible. Ouais. Puis ça c'est comme le deuxième tome. Mm-hmm. Fait qu'il y aurait eu du jeu pour faire une trilogie, mais ils l'ont pas fait, malheureusement. Ben, déjà avec le 2, c'était crappy as fuck, là. Mais, ouais, Seb, fait que c'était ta première écoute, toi, si je me trompe pas. Yeah! Puis j'avais des attentes parce que justement, Benjamin m'en avait déjà parlé. Je savais que c'était une BD prisée déjà. Puis la copie de 30 jours de nuit, elle traînait chez Benjamin quand on passait du temps ensemble, plus jeunes et adolescents. Puis je pense que c'est ton frère qui avait le DVD, Ben, ou je sais plus, mais il l'écoutait des fois, puis moi, j'étais beaucoup trop impressionnable. J'ai essayé ça, les films d'horreur plus jeunes. Là. D'où tout le podcast. Le principe du podcast, ouais, c'est ça. Exact. Puis, fait que celui-là, ça a été comme c'était comme un but dans ma tête un petit peu avec ce projet-là, dans le sens où je me disais, un jour, je vais regarder 30 jours de nuit parce que ça a l'air bon, puis Benjamin me l'a vraiment vendu avec les BD, comme quoi c'était quelque chose de super. Fait que j'avais un peu des attentes. Ça, c'est dangereux des fois. Puis, est-ce que ça a été dangereux dans ce cas-là? Non, mes attentes ont été rencontrées, honnêtement. J'ai vraiment aimé le film pour plein de raisons. D'un, il est assez long, mais riche. Il y a plein moi, je trouve que c'était un très grand défaut du film. Ah ouais, tu l'as trouvé trop long, toi? Ouais, il est trop long. Ah ouais. Ben, je sais pas si j'ai tort là-dessus ou si toi, t'as peut-être une autre opinion, là, mais c'est quoi ton opinion, vu que toi, t'es celui qui a lu les BD puis le film? Est-ce que, comme souvent, le film est pas à la hauteur ou ben... Oui. Par contre, tu sais, moi dans ma tête, c'est un peu des occasions manquées ce film-là, même si overall, je trouve qu'il est assez bon. Par contre, je dois donner un gros props à la production du film parce que la direction photo, je trouve qu'ils ont réussi à faire de quoi qui est vraiment proche de la BD. Puis, je sais pas si vous avez déjà vu la BD, mais c'est un style particulier. Ouais. C'est pas du dessin, c'est un peu comme de l'art graphique, puis c'est vraiment gore puis sombre. Puis j'avais oublié cette partie-là, mais en le réécoutant hier, je me suis rappelé à quel point genre l'ambiance puis les couleurs du film sont vraiment proches de la BD, puis ça, j'étais surpris, c'est vraiment bien fait, mais je suis d'accord avec toi, Mick, que le film est trop long, par contre. Ben oui, mais mon feeling, c'est que ça se peut-tu que la scène où est-ce que Josh Hartnett est dans son auto, puis il y a un vampire qui saute sur le top, puis il essaie de le tirer avec son dos, ça, c'est vraiment BD? C'est quasiment pareil, là. C'est peut-être même une case de la BD qu'ils ont repris pour faire cette scène-là. Là. Ouais, parce que cette scène-là faisait très BD, puis c'était beau. C'était beau, cette scène-là, le niveau BD. Fait que, bon, ben Seb a rencontré ça. J'ai hâte de voir les différences avec Ben. Sinon, je vais vous apporter un peu de chair alentour de ce film-là. Là. First, ça s'appelle 30 jours de nuit, mais en vérité, là, la vraie place en Alaska, c'est pendant 67 jours qu'il n'y a pas de soleil. Fait que, quand même. C'est long, man. 67 jours, ouais. Les lampes de extrême, luminothérapie doivent se faire aller en tabarnak. Ah ouais, hein. Mais... Faut pas qu'il manque de courant, sinon ça va pas bien, là. Ils doivent avoir des mécanismes pour prévenir ça dans la réalité, là. Mais d'après moi, quelque chose. La grosse usine, là, que sont toutes à la fin, là, c'est pas une genre de génératrice, justement? Ouais, ça a l'air d'être un genre de centre de recyclage, mais j'imagine que tout doit être quand même optimisé aussi là-bas parce que c'est difficile, j'imagine, d'acheminer du courant puis whatever, quoi là-bas. Fait que tout doit être comme optimisé, là. Fait qu'ils doivent générer du courant avec leurs déchets, puis etc., là. Ouais. J'imagine. J'assume. Je sais pas. Ben, peux-tu nous éclairer là-dessus? Ou y a-tu quelque chose qui est expliqué dans la BD ou... Non, je sais pas, mais je viens d'aller voir rapidement, puis... Parce que ça m'a frappé dans le film. Au début, il change la population sur la pancarte. Oui, c'est 521 à 152, mais Barrow, dans la vraie vie, c'est quand même une pas mal plus grosse ville que ça. Là. C'est 5000 habitants.
OK. Puis, vous regarderez sur une map, c'est fucking loin, là. Genre, il n'y a pas de route qui se rend là, même pas proche. Fait que... Vraiment, quand l'aéroport a ferme, ils sont vraiment coincés là. C'est ça, exact. Mais sais-tu déjà... est-ce qu'ils émigrent dans le sens où est-ce qu'ils quittent la ville pour le 67 jours puis ils reviennent, genre? Je pense que je sais pas s'ils font ça. Mon guess, ça doit être que c'est hautement variable, mais le monde doit travailler là-bas, là. Fait que... Ben, j'imagine, c'est ça. Non, ça, c'est clair. Sinon, les boys de réalisateur, c'est David Slade. Il a réalisé un des films de la saga Twilight. Sinon, avez-vous vu Black Mirror, le film choisi? C'est Jabberwocky, quelque chose de même, Jabberwocky. C'est lui que tu choisis pour ta destinée? Bandersnatch. Ah oui, ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas vu. C'est Bandersnatch. Oui, je l'ai vu. Okay. Bandersnatch. C'était quand même pas mauvais pour vrai, là. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça super divertissant. Ouais, moi aussi. Mais c'est ça, fait que lui, c'est le réalisateur de ça. Puis Hard Candy aussi, le film avec celle qui joue dans Juno, là, Elliot Page, qui torture un gars qu'elle pense soit un pédophile. Fait que, en tout cas, c'est lui qui a réalisé ça. Puis il y a aussi un scénariste qui est Brian Nelson, puis Steve Neal. Ils ont scénarisé, entre autres, Hard Candy, justement, Devil, le film dans un ascenseur, puis Collateral avec Tom Cruise. Fait qu'on a quand même du monde qui ont... En veux-tu une bonne mic? Je sais pas si t'allais là, mais Steve Niles, c'est lui qui a écrit la BD aussi. Ah, c'est vrai? Ouais, puis la BD à la base, c'était un script de film qui avait été refusé. Steve Niles l'a donné à Ben Temple Smith, qui est l'illustrateur. Puis avec la BD, ils ont réussi à faire le film ou à greenlight le film. Wow. Ouais, ça, je savais. Ça, c'est une belle histoire, par exemple. Ouais, vraiment. C'est quand même très hot, là. Fait que excuse-moi que j'ai volé ton punch. Ben non, c'est pas un pas. C'est bien correct, mais c'est quand même... Ça veut dire que c'est intéressant parce que lui, il voyait ça d'un point de vue cinématographique. Il voyait ça cinéma, là, à la base, avant d'être même une BD, là. Ouais. Fait que c'est comme... Il a fait une loupe, au fond. Il avait une idée en tête, il a essayé de la vendre, ça n'a pas marché, il l'a mis sous un autre format, puis là, ça a catch on, au fond, ça a pris forme, puis c'est revenu sur son format initial. Son intention d'origine. C'est vraiment beau, ça, comme histoire. Non, c'est fucking nice. Et puis Ben, toi, c'est quand la BD qui est sortie environ? La première, je pense qu'elle est sortie en 2004. Ou dans ils n'ont pas chômé là, pour pogner les droits. Là. Non, effectivement. Ouais, c'est vrai, parce que le film est sorti en 2008. 2007, même. Fait que c'est quand même... Puis moi, j'ai vu ce film-là au cinéma aussi. Là. Puis j'avais vraiment trippé quand j'avais vu ce film-là au cinéma. Puis là, par contre, je vais vendre la mèche un peu. Là. J'ai une opinion mitigée envers ce film-là, à la réécoute. De un, que je le trouve trop long. Puis il y a beaucoup d'éléments que j'aime avec beaucoup d'éléments que j'aime pas. Fait que ça crée comme une espèce de goût amer et doux et dans ma bouche. Better sweet. Ouais, toi, c'est Ben, ça. C'est comme un party dans la gueule à Seb, mettons. Qu'est-ce que t'as dit, toi, ça? Ben, toi, Ben, quel goût il laisse dans ta bouche après la réécoute? Je te dirais que moi, en ayant lu les BD, on dirait que je trouve qu'il y a des choix bizarres qu'ils ont fait, comme notamment la longueur du film. Le film est trop long, mais ils ont comme coupé plein de nuances, puis ils ont mixé des personnages pour clairement rendre le film plus simple, mais considérant qu'il y avait genre 2h15, il aurait pu juste flesh out plus de trucs. Okay. Bon, ça reste un film d'horreur. Mais comme je disais tantôt, je trouve que comme tout ce qui est ambiance, direction photo, les vampires aussi, le design des vampires, les bruits, l'ambiance d'horreur, c'est super bon. Melissa George puis Josh Hartnett, j'ai trouvé qu'ils étaient dégueulasses. Je me rappelais pas de ça, mais leur performance... Pour vrai? Moi, Josh Hartnett, pas pire, mais Melissa George, j'ai trouvé qu'elle était... avec son espèce d'accent, faux accent australien bizarre. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais Josh Hartnett, j'ai trouvé bien. Ça m'a pas accroché pas en tout, moi. Pas du tout, même. Mais Josh Hartnett, moi, je l'ai trouvé sa coche. J'ai une question pour toi, Ben, justement. Des nuances dans le livre. Est-ce qu'il essaie de montrer un peu plus que le personnage de Ben, je pense? C'est ça, Josh Hartnett, Ben? Ouais. C'est Eben. Est-ce qu'il y a... Eben. Est-ce qu'il y a plus de... Il essaie de montrer qu'il y a plus un dark side en dedans de lui que dans le film? C'est-tu comme un dilemme tout au long du... non, vraiment pas. Au fond, puis c'est ça qui est drôle aussi, c'est que les deux personnages, Stella et Eben, c'est pas genre un couple dans la jeune vingtaine, là. C'est comme des vieux, là. Ils ont genre 40 ans puis sont un peu blasés. OK. Ils rise up to the occasion, mais c'est pas une espèce de jeune couple séparé, là, dans début vingtaine, en forme. C'est des anti-héros, au final, dans la BD. Ouais, exact, c'est ça. Ah, ça, c'est nice. Mais toi, Mick, tu l'as trouvé... Comment t'as dit ça? Tu l'as trouvé... t'as trouvé qu'il y avait un dark side? Moi, je l'ai trouvé full survivaliste, genre vraiment faire ce qu'il faut pour
Non, moi, les côtés que je trouvais intéressants et que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez exploités, c'était que Josh Hartnett, on dirait qu'il essaie de prouver qu'il y a comme une dark side. Parce que c'est toujours lui, il tue des fois des gens. Puis c'est vraiment froid quand il le fait. Comme quand, exemple, il est dans le poste, puis le gars, il dit qu'il va se transformer, puis il le décapite. Ben, quand il revient, on dirait que tout le monde est émotif, à part lui. Puis il y a d'autres moments où est-ce qu'il tire la personne sans penser, puis on dirait qu'il prend de court toutes les autres personnes. Fait que oui, il y a un côté instinct de survie, Sam, on sait que t'aimes ça, l'instinct de survie. Oui, mais c'est important. Mais c'est que moi, je trouvais qu'on dirait que le film essayait de mettre un dilemme en place qui aurait été super intéressant au niveau... Spoiler, là, on spoil le film. Quand il se shoot avec le sang à la fin, qu'on soit genre, hey man, vous avez pris le gars qui a la plus grande dark side de la gang, il peut juste vous décalisser, genre, ou qu'il en décalisse même. Tu sais, qu'il en tue un parce que. Moi, puis après ça, il se pousse dehors, là. Je l'ai vraiment vu comme quoi c'est genre. C'est l'histoire du justicier parfait qui va justement, genre, traverser la ligne pour faire ce qu'il faut pour survivre. Je l'ai plus vu comme ça. Tu sais, il va aller donner l'étiquette au gars qui fait rien puis qui fait juste parce qu'il peut. Tu sais, c'est comme l'exemple de la justice parfaite. Puis on dirait que tout le monde le considère comme ça. Genre, Eben, c'est comme une instance. C'est quand il se pointe dans le diner, il y a une présence. Il est genre, OK, Eben, il est sécurisant. Ben, moi, je l'ai plus vu comme étant comme sécurisant. C'est comme il y a une présence. Puis je l'ai vu comme quoi il est violent, mais il fait tout ça pour maintenir son espèce de niveau d'autorité puis de présence de genre, OK, moi, je vais faire ce que les autres ne peuvent pas faire ou que je vais demander à personne d'autre de faire. Puis la seule autre personne qu'il considère comme son égal, c'est quasiment son frère. Mais ça se peut que le film soit présenté comme ça aussi. Mais moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un dark side qu'il essaie d'exploiter, on dirait. Puis qu'au final, ça allait créer une espèce de dualité envers son espèce de principe d'homme de loi versus sa noirceur interne. Fait, tu sais, un peu le blanc contre le noir, puis la dualité du bien puis du mal à l'intérieur de ce personnage-là, qui est finalement inexploité. Fait que c'est peut-être plus toi qui as raison. Moi, je l'ai vraiment plus vu comme la finale, c'est justement comme l'ultime, juste l'ultime sacrifice pour la survie de sa communauté. Ben, tu te situes où? C'est drôle parce que moi, j'avais pas du tout analysé aucun de ces deux points de vue-là. Okay. Je trouvais justement que ça... Puis, tu sais, là, j'y vais de mémoire. Là, peut-être que quelqu'un va me reprendre ou il va y avoir un commentaire qui va dire « T'es un esti de cave, puis c'est pas ça pour tu diras chier! Mais dans mémoire... T'es un podcast, toi, il va chier! Dégage! » De mémoire, là, le personnage de Eben dans BD, c'est plus un monsieur blasé que comme un jeune ténébreux ou comme tiraillé par sa relation à la loi ou peu importe. Fait que je trouvais que l'espèce de personnage stoïque, sombre, ça fitait pas tant. Puis que... Et toi, t'as pas décroché de ta BD au final. T'étais plus en mode comparaison. Ouais, je te dirais que hier, quand je l'ai écouté, c'était plus... j'étais plus là-dedans. Mais c'est intéressant parce que c'est toi le seul qui peut nous apporter ce point de vue-là. Ben, c'est que je trouve aussi qu'avec le ton du film, qui est comme super dark, et comme littéralement, là, autant dans genre les undertones que comme visuellement, ça aurait été nice d'avoir justement pas un personnage qui est typique, mais un monsieur blasé, ça aurait été cool de le caster comme ça. Puis dans cette situation-là, tu sais, il manage ou il s'adapte un peu. Là, je trouvais que comme le personnage fitait juste parfaitement. Tu le vois au début, là, tu vois qu'il est torturé, il est stoïque. Mais je vais avouer, il y a clairement des scènes d'exposition, là, comme justement la première scène, clairement, elle est là pour te dire, ben, ce personnage, il est intelligent, il voit au travers des... il voit ce que les autres ne voient pas, tu sais. Il y a quelques scènes d'exposition comme ça que je peux pas dire que c'est un peu de la boîte, mais on dirait que moi, je les ai tolérées parce que j'ai aimé la performance, puis je l'ai vraiment vu comme le justicier qui doit passer de l'autre côté un peu plus, là. Intéressant comment on a tous les trois pas eu la même expérience. Ça va faire une discussion de fun. Dans le fond, là, les gars, je vous proposerais d'abord qu'on rentre dans le film. Puis au pire, à la fin, si on n'a pas influencé les autres, on s'astinera sur nos points de vue. Parce que je pense que ça va être intéressant. Mais Ben, ça se peut qu'on te sollicite beaucoup pour des comparatifs ou je vais te demander de sauter souvent dans les résumés à Seb pour apporter des BD facts, mettons, si t'es game. Moi, je pense qu'on devrait se battre tout de suite. Claque ça gueule, c'est le gagnant. Le gagnant, c'est le podcast tout seul. L'épisode va durer trop longtemps. OK, on commence ça là. Le design des vampires, aimé ou pas aimé? Pas aimé. Toi, Ben? J'ai aimé, mais encore une fois, c'était mieux dans BD. Okay, mais j'ai trouvé que c'était bon dans le film. Je suis exactement entre les deux. Je l'ai aimé, mais j'ai pas aimé que le style de chef des vampires, lui, il est différent, parce que sinon, je me reconnais pas dedans ou je sais pas c'est quoi le style de raison. Pourquoi lui, il est différent? Ils ont tous les yeux un peu tirés.
ils ont vraiment tous le même aspect, sauf lui. Ben parce que ça serait Ça me lui, fait là, chier. c'est pour te montrer que c'est lui le boss, là, un peu. Il y en a qui disent que ce serait le mythe de Dracula, puis il y a comme des histoires en arrière. Là. Mais moi, qu'est-ce qui m'a vraiment gossé, c'est le bruit qu'ils font. Là. Le shriek de vampire, Ouais. de zombie. Moi, les bruits juste pour faire creepy, là. Ouais. Asti que ça me tape ses nerfs, man. J'ai haï ça aussi. Genre, ça m'enlève tellement du film. Je suis comme, hey man, ils font déjà peur sans ça. Pour vrai, enlève les tout le temps. J'aurais vraiment apprécié le design des vampires, je les aurais aimés, mais je les déteste à cause qu'ils n'arrêtent pas de faire le cri, là. Tu sais, ils sont bien plus menaçants quand ils sont juste une présence, qu'ils sont juste dérangeants, puis qu'ils sont sur toi, puis que tes vois se promener, c'est toi, puis ils font pas de bruit. Ouais, Là, mais c'est parce que c'est des vraiment- animaux, man. Mais Justement, ils chassent comme des animaux, fait qu'ils ont comme des cris d'animaux. Mais tu Moi, vois, c'est là ça m'a pas dérangé, moi. c'est là que je trouve que le film a fait une mauvaise job, mettons, d'adapter. C'est clairement, ils ont voulu rendre les vampires un peu plus spooky, puis ils ont comme gardé l'apparence des vampires, parce que dans BD, ils ont cette espèce d'apparence-là, la bouche ensanglantée puis les grosses dents, tout ça. Ouais. Mais ils ont rendu Seb, comme tu as dit, animal. Puis j'ai trouvé ça poche parce que dans BD, c'est pas ça du tout. Au contraire, ils sont méticuleux, ils sont calculateurs. Ils parlent une espèce de... Ils crient pas, là. Ils parlent une espèce de vieux langage scandinave que personne comprend. Comme le boss. Ouais, exact. Drette ça. Fait que je trouvais qu'il y a des espèces d'animaux qui crient pis qui sautent partout. Ça gérait un peu avec comment ils sont habillés puis comment le boss y est. C'est comme s'il y avait genre deux genres de vampires. Ils sont censés être la classe, là. Ils sont censés être la classe. Ouais, non, je suis 100% d'accord avec Ben. Ouais, ok. Puis d'ailleurs, tu sais, comme Mais le boss vampire dans la BD, là, excusez, vous me le direz si j'en parle trop, mais ils ont comme mélangé deux personnages. Le chef des vampires, au début, qui va à Barrow, c'est comme un vampire un peu rogue qui décide qu'il amène un crew à aller là tuer tout le monde. Parce que les autres vampires sont pas d'accord. Puis il y a l'initiative, ok. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a le boss qui vient puis il tue ce vampire-là parce qu'il est comme « The fuck, bro? À cause de toi, tout le monde va savoir qu'on existe. » Puis ils ont comme mélangé ces deux personnages-là pour faire le boss. Mais tu sais, c'est comme bizarre parce qu'il tue tout le monde, mais à la fin, le dernier jour, il fait son speech pour dire « Hey, il faut absolument pas que les gens sachent qu'on existe, tu sais. » Mais ça fit, par contre. Ça fit. Personnellement, c'est peut-être bizarre, mais je trouve que ça fit le fait que on est là pour avoir du fun, pour faire un carnage. Dans sa tête, il pensait qu'il allait réussir. Puis là, il est genre, hey, il reste juste un jour de noirceur. Faut qu'on pète tout le monde parce que sinon on va se faire découvrir. Je trouve que ça se justifiait. Ouais. Mais on a gloss over ça, mais moi je trouve que c'est du génie comme idée, là, comme concept de ben comme oui. une ville qui est coupée du monde pendant 30 jours, c'est la nuit. Tu sais, c'est en 2004 là, ou 2006, fait que moins d'internet, mettons là. Ouais. T'as des vampires qui débarquent là pis qui fuck up tout le monde pendant 30 jours. Yo. On fait juste une discussion libre au P? Je suis crissement down, là. J'ai l'impression qu'on peut parler du film au complet juste en étant en discussion libre au P. Ok, Ben, je suis complètement d'accord, à 100%. Là. Puis, tu sais, moi, par contre, là, j'ai chié sur le film en commençant, mais il y a tellement... Pourquoi, tu sais, j'ai dit, il y a des éléments que je donne un 10 sur 10 à ce film-là, puis des éléments que je donne un 2 sur 10. C'est vraiment ça. C'est quoi le 10 sur 10? Dude, le setting. Les 30 jours de nuit, justement, être dans un setting d'hiver, de 1, c'est tellement cinématographique, le sang avec la neige. Là. Ça devrait tellement être exploité plus souvent. Ben oui. C'est tellement beau, là. Ouais, là, je sais où tu veux aller, Ben. Tu veux aller avec la scène du carnage en genre de... Pas helicopter shot, mais aérien, là. Le shot de drone, ou je sais pas, là, le massacre, c'est... Je me rappelais qu'elle était nice, c'est une scène insane. Ben, c'est la meilleure scène du film. Ouais. On s'entend, là. Je sais pas si t'es pas d'accord, là, mais c'est la scène la plus belle. Le contraste de la froideur de la nature, mais avec toute la violence qui vient avec ça, puis le sang. C'est super animal, là. C'est ça. C'est excellent, cette scène-là, j'avoue. Non, il est fun raide, là, pour vrai. Mais moi, c'est ça. Ça, j'ai adoré ça. First, Ben Foster. On n'est pas encore passé à Ben Foster, là. Mais Ben Foster, il est hallucinant. Ben Foster, moi, c'est le particulier. Oui. Le particulier. C'est le même qui l'appelle dans les films de vampires, là. Mais ouais, Ben Foster, tu as aimé ça ou pas tant? Moi, je l'ai aimé. Ben je l'ai aimé. Il est énigmatique, il est off, tu sais. Puis il comprend que lui, il a de l'information que les autres n'ont pas, clairement, étant qu'ils vont tous mourir. Puis il agit vraiment de façon un peu désinvolte. Il est weird. Il n'aurait pas eu besoin d'être aussi weird, mais le fait qu'il est aussi weird, on dirait que c'est ça qui vient chercher Eben. Ouais. Puis moi, comme j'ai aimé sa performance, j'ai trouvé ça vraiment nice, là, leur espèce de dynamique. Surtout plus que Eben, il commence à découvrir des éléments qui se dit « OK, on va se faire fuck up ».
plus qu'il se rabat sur ce gars-là puis qu'il se laisse aller un petit peu, là, un peu ses instincts plus. Mais ça, c'est notre affaire que j'ai dit. Sa violence puis sa darkness, là, quand il tire no-scope le gars dans la prison, en cellule, là. Puis il l'attache ses barreaux. Ouais, ça fait partie de sa darkness. Ce gars-là, il a une haine intérieure, puis il essaie d'exploiter ça durant le film. Puis on dirait que ça aurait créé un esti de beau... Moi, pour vrai, là, mettons, réalisateur ou auteur, j'aurais fait ça encore plus, pousser son dilemme ou garder ça de même parce que c'est quand même subtil c'est le fun. Puis à la fin, quand il se transforme, man, il décalisse une des filles, là, ou il en tue une parce qu'il est sur son chemin. Puis après ça, il essaie de se recontrôler. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui vient le tuer, c'est clair qu'il va le tuer, mais il s'en va fighter les monstres pareils. Tu sais que comme ça aurait été bien. Son côté noir est quand même, tu sais, comme sa noirceur intérieure est quand même tellement trop présente qu'il va dévisser du monde, peu importe ce qui arrive, parce que ça faisait partie de lui. Au final, c'était quasiment prédestiné que ça y arrive parce qu'il y avait sang dans lui. Ouais. Ben, parce que de toute façon, c'est sûr que ça va y arriver. Il n'a juste pas attendu assez longtemps. Tu sais, comme là, l'autre personnage qui s'est juste fait griffer, ben lui, ça y arrive. Au fond, celui qui quasiment qui se suicide, là, qui se pogne dans les balançoires. Là. Dans la balançoire. Oui. Là. Ça, moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai aimé comme le fait qu'ils ont semé juste des petits événements distincts qui font qu'ensemble, on comprend que c'est le mythe des vampires. Ils se pointent la nuit, le gars, il se transforme. C'était quoi les autres éléments qui leur mettent la puce à l'oreille? Là? Puis il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il sent leur sang? Tu sais, justement, I smell your blood. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tous des petits éléments comme ça qui font que, à un moment donné, je pense que c'est la fille qui l'expose, elle fait juste dire, ben à date, ça match pas mal la légende des vampires, fait qu'on va assumer ça, puis on va essayer, tu sais, l'affaire de la lampe, là. Ouais. Fait que moi, j'ai bien aimé ça, que c'était pas comme évident, il y a personne qui dit, genre, vous vous faites attaquer par des vampires. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est cool qu'ils prennent du temps à le découvrir, là. Ouais, ils procèdent par déduction. Mais Ben, pas Ben Foster. Ben, t'as trouvé comment Ben Foster dans le film? J'ai trouvé bon. Honnêtement, ça m'a pas marqué autant que vous, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est justement, je pense que toi, Seb, tu disais que tu trouvais que c'était pas nécessaire qu'il soit aussi bizarre. Moi, j'ai aimé ça parce que je trouve qu'on dirait que tu sais pas d'où il vient. Ouais, tu sais même pas qu'il aimait ça. C'est ça. C'était pas nécessaire pour son personnage qu'il soit aussi bizarre. Il aurait pu être hautain, tu sais. Mais vu que c'est une marde, ben il est excentrique. Puis ça il marche. essaie d'être un vampire. Il essaie d'être un vampire sans en être un. C'est exact. Je trouve que, genre, à la limite, tu sais même, tu sais, est-tu américain, vient-tu d'Europe du Nord, c'est-tu un russe, comme tu sais même, tu sais, comme t'as juste aucune idée, il est habillé bizarre en espèce de tunique quasiment, là, genre de l'habit brun, comme. Fait que oui, il était mystérieux, je trouvais ça nice. On dirait que c'est comme un acolyte un peu. C'est ça, il est différent des autres. C'est mon coup de cœur d'acting du film, pour vrai. J'ai vraiment aimé toutes ces scènes. On dirait que quand il faut qu'il soit menaçant, il est menaçant. Quand il faut qu'il soit bizarre, il est bizarre. Quand il faut qu'il soit triste parce qu'il se fait abandonner, il est quasiment émouvant. Genre, il est comme vraiment on the spot, là. Ben Foster, il est fucking nice là-dedans. Je suis d'accord. Puis il est même énigmatique à un moment donné. Quand il fait son genre de petit... le froid dehors, vous pensez c'est pas le froid, c'est la mort qui approche, au fond. Ça, c'était comme... Mais by the way, ce genre de speech-là, c'est notre Crazy Ralph, là. On s'entend. Dans ce film-là, c'est notre You're all doomed! Doomed! c'est vraiment notre Crazy Ralph, là, au final. C'est une trope d'horreur. Mais oui. Tu sais qu'est-ce que je veux dire, Ben, par un Crazy Ralph? Ben, j'imagine que c'est un trope, là. C'est comme un archétype de personnage qui revient tout le temps. Ben, t'as vu Cabin in the Wood? Ouais, mais Crazy Ralph, c'est lequel? C'est celui avec le bong à la fin, là? Non, mais tu sais, quand ils s'en vont à la station-service, il y a un redneck là, qui a l'œil tout pété qui lui dit si vous allez dans la cabine, vous allez tous mourir, puis arrête pas de cracher du tabac, là. Ok, je me rappelle zéro de ça. Ben ça, c'est un Crazy Ralph, là. Fait qu'il est obligé d'être sur le chemin. Puis dans Friday the 13th, Crazy Ralph, il est genre You're all doomed! Doomed! Puis il fait juste crier. C'est tout le temps le fou du village. Okay, c'est lui qui, lui, voit au travers de ce qui va se passer juste parce qu'il est fou. Puis tout le monde pense qu'il est fou, mais il a tout le temps raison. Puis Ben Foster, c'est un Crazy Ralph dans le film, au final. Clairement, là, ouais. Ben oui, puis dans Cabin in the Wood, c'est même un passage obligé pour que la prophétie se réalise. C'est un bon film. L'avez-vous fait? Non, pas encore. Mais... Okay. C'est un épisode spécial, ça, faut le garder. Ouais, on le repousse tout le temps, mais on a hâte de l'écouter. Parce que le problème, c'est que, comme on dit, Seb, il faut qu'il découvre des films d'horreur, puis son processus de découvrir des films d'horreur est important. Fait que ceux qu'il a déjà vus, c'est rare qu'on les fait. Comme Shining, c'était notre 50e.
Ah, puis tu l'as déjà vu. Spoiler alert, The Thing, c'est notre 100e. C'est sûrement déjà fait, anyways, quand on sort l'épisode. Qui sait? Fait que, mais ouais, fait que, tu sais, c'est... Camille, ça va être... Faut que ça soit spécial. Spécial. Pour revenir à Crazy Ralph, juste, je sais pas si ça vous a marqué, vous, mais quand les vampires ils viennent le chercher, ben le chef des vampires vient le chercher, puis là, comme il est super bon là, quand il pleure un peu parce qu'il est content. Oui, Le chef des vampires, il dit We'll take care of you, puis après ça, il dit en vampire The things they believe, puis là, il tue. Ça, j'ai trouvé que c'était tellement bon, tu sais, avec le fait que ce soit eux des vampires, puis que genre il fait comme un callback à ça à la fin quand il fait son speech. Puis ça nous a pris des centaines d'années pour qu'ils croient qu'on est des mythes, tu sais. Exact. Ouais, fait qu'il y avait jamais, c'est clair qu'il n'y avait jamais l'intention de le transformer, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai mal compris. Est-ce que lui comprend leur langue? Parce que, tu sais, le vampire, il lui parle dans cette langue-là, puis fait que ça impliquerait qu'il aurait compris qu'il allait se faire tuer à ce moment-là, non? Ouais, je sais. Non, je pense pas. Moi, je pense pas que c'est... Non, je pense pas que c'est sous-entendu de comprendre leur langue. Ouais. Non, je pense pas. Mais, bon. ouais, je retiens à revenir sur un point positif. Là, j'ai parlé du contraste entre la neige, le sang, puis c'est vraiment malade. Le concept de base qui est vraiment fou. Aussi, ben, moi, c'est un setting que je chéris grandement. Là. Hateful Eight, je trippe sur le Stephen Tarantino parce que c'est des gens isolés à cause de la neige. The Thing, des gens isolés à cause de la neige, c'est un de mes films d'horreur préférés. Fait que moi, ce setting-là d'espèce d'isolement, de comme de sentir seul au monde puis d'avoir aucune autre alternative, c'est un setting que j'adore pour l'horreur. Fait que tout le début de ce film-là, toute la mise en place de ce film-là dans le genre l'aéroport ferme, on va être pogné. Et il va faire noir pendant 30 jours. Puis quelle belle idée d'amener des vampires dans un moment de noirceur où est-ce que pour eux autres, c'est un party non-stop. C'est vraiment insane. Fait que tout ça, juste ça, le film peut pas couler. T'sais, c'est juste trop bon comme idée. Je me demande l'effet que ça a sur, je vais dire, de quoi, genre un Californien. Tu sais, nous autres, on a on connaît la neige. C'est ça, on a une valeur ajoutée qu'on est capable de relate au fait qu'il fasse noir pendant longtemps, puis qu'il neige, puis le setting, c'est familier pour nous. Fait que pour moi, en tout cas, je pense que ça augmente mon expérience de ce genre de film-là parce que je vois très facilement, il y a des scènes qui ont clairement filmé à l'extérieur, au froid, probablement pour vrai. Puis il y a clairement des scènes qui sont en studio. Là. Si tu prends vraiment le temps, tu es capable de facilement différencier les deux, là, notamment les... Ok, je suis content que tu dises ça parce que je m'étais dit la même chose, mais j'étais pas sûr si c'était moi qui imaginais. Non. Mettons la scène de poursuite en voiture, la neige en bloc sur la voiture, là, justement la première, là, quand la première attaque de vampire, genre, quand Ben ils sont dans la voiture, ça c'est clairement de la vraie neige. Il y a des fois quand ils se promènent dehors, sinon, man, les gens d'effets spéciaux sont vraiment des malades, là, des machines. Mais la neige est souvent faite CGI, par contre. Ça paraît. La neige est souvent faite CGI, mais il y a des fois où ça matche vraiment bien leur respiration, là, la buée qui sort. Là. Mais savez-vous ça a été filmé où? En Nouvelle-Zélande. Ah je sais pas si en Nouvelle-Zélande, ils ont des gros hivers. J'ai aucune idée. Je pense pas. D'ailleurs, je veux votre avis là-dessus, les gars, savoir si c'est moi qui fabule ou pas, mais je trouvais que, justement, c'est sûrement des Californiens qui ont écrit ce film-là, parce que dans le film, il y a souvent des rassemblements de monde dehors. Tu sais, à Barrow, là, j'ai été voir, puis genre, la température moyenne, c'est moins 45. Là. Fait que même si t'es bien habillé, puis que c'est la dernière journée du soleil, c'est clair qu'il n'y a pas genre 50 personnes qui chillent dans la rue. Là. Ah ben oui, c'est clairement pour les Californiens, parce qu'aussi, ils disent une année, il va faire vraiment froid, il va faire moins 10 cette nuit. Genre, moins 10 en Fahrenheit, c'est genre... Moins 10 en Fahrenheit, c'est genre moins 40. Ouais. Ok, ouais. Excusez, c'est de ma faute. J'étais pas allumé. Mais tu sais, Eben, il est genre fraîchement rasé, jamais de cache-cou, genre, il a jamais d'avoir froid, il discute avec tout le monde, prend son temps. Il y a une fenêtre de craquer dans son char, tu sais. Ouais, j'ai oublié de vous demander une affaire avant qu'on continue nos débats. Ouais. Vous pensez que le budget était de combien, boys? Oh, ça c'est bon. J'ai des films plus récents, j'ai aucune idée. C'est quelle année, Mick? 2007. 2007, c'est en millions. Ça a été sorti grand public aussi. Grand public, on a des gros acteurs quand même connus en 2000. Josh Hartnett était quand même big à ce moment-là. Ouais. Probablement qu'il y avait du hype puisque la BD avait fait ses preuves. Moi, j'ai un feeling que le budget, ça devait être peut-être un
20-25 millions. J'ai en tête 30, Ben. mais je trouve que c'est beaucoup. Moi, j'ai 30 en tête, même raisonnement que toi, Seb. On dirait que je me dis 30 jours de nuit, 30 millions. Oh. Yes! Yes! Seb, Bouillard. t'as dû d'écouter ton cœur. Ouais. Mais ouais, pour revenir à, mettons, certains éléments du film, là, si je vais vers, tu sais, on a parlé au début, là, mettons que je vais dans ce que j'aime moins, rapidement, le setting me déçoit, dans le sens où est-ce que le film devient très américain. Il installe, tu sais, l'espèce de « Ah, ça va mal avec ma blonde », là, les relations bidons entre les personnes. En fait, toute l'approche du film est très, très, très américanisée, là. Ça va être des survivants cachés à quelque part, puis... Le gars qui ne veut pas faire partie de la communauté, mais la suite d'événements vont faire qu'il fera partie de la communauté. Oui, exact. Le gars que, clairement, c'est pas la bonne décision de sortir chercher son père qui fait de l'Alzheimer. Tu sais, toutes ces choses-là, c'est une approche très idéaliste puis très américanisée que quand tu écoutes un film étranger, admettons, t'as pas ce style de réaction-là de tes personnages, t'as pas cette espèce de mécanisme-là qui est beaucoup trop évident. Puis ça, Ben, est-ce que dans la BD, sont aussi plates les personnages puis leurs décisions ou c'est un peu plus nice? Ils sont plus réalistes. C'est pas... je trouve que le cast dans la BD est moins archétypé. Genre dans le sens que c'est les mêmes archétypes. Là. Comme Seb te dit, t'as le classique archétype américain du gars qui habite un peu by zone puis qui tripe ses guns. Puis d'ailleurs, tout le monde a des guns dans le film. Là. Oui, mais ça c'est encore mieux exploité dans le prochain film qu'on va faire ensemble, les gars. Ouais. C'est drôle, Nick, parce que tu parlais du loner qui habite, puis j'allais dire comme Chris, c'est drôle, il y a une couple de films qui ont ça, là, mais... Gardez ça pour le prochain film, ça c'est bon pour le prochain film, cette discussion-là. Là. Ouais, effectivement. Mais oui, pour nos auditeurs, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Mais ils vont être back-to-back anyway, ces épisodes, fait qu'on spoil pas grand-chose. Mais ouais, j'ai juste l'impression que le film on pas vraiment... Il y a beaucoup de personnages, là, fait qu'ils ont comme pas le choix de... Je sais pas, de lean on ou de plus s'appuyer sur l'archétype puis moins développer le personnage, mais... Tu sais, mettons, je sais pas, Beau qui se suicide, là, finalement, qui décide que, hey, j'y suicide pour la ville, alors que, tu sais, c'est comme le... Je sais pas, c'est un peu comme Ça, c'est un point que j'aime pas. Beaucoup trop de sacrifices. Non, mais son suicide, là, lui, là, il était quand même bien seté pour survivre plus longtemps. Il a juste pris la décision de rentrer dans un mur parce que sa scène était trop longue. C'est vrai pareil. Il prend la décision de rentrer dans un mur. Il peut genre faire encore 2 tours de village puis tuer 10 autres vampires sans se faire ça, mais ouais, c'est beaucoup de... On dirait qu'à partir, avant lui, là, il y a une autre personne qui dit « Je vais faire un sacrifice pour tous vous aider. » Puis là... Ben, il en fait au moins 3, là. Oui, puis t'en as deux autres personnages qui en font 2, puis c'est comme « Hey man, arrêtez de me faire chier avec ça, là. » C'est comme... C'est passé où l'affaire de survivant que tout le monde est un monstre puis on rentre dans d'autres stéréotypes à la place? C'est difficile, hein, quand tu joues entre 2 stéréotypes, faut que t'en choisisses. Non, c'est ça. Mais ça m'a fait un peu chier, ça. Moi, les scènes où est-ce qu'il y a trop de self-sacrifice, ça me gosse. Puis ça, c'est encore dans le moule américanisé. Ouais. Il m'a beaucoup dérangé de ce film-là. Quand il y a un setting que c'est censé être un 8 sur 10 en montant pour moi, la neige, le froid, l'isolement, les vampires qui sont violents. Parce que d'ailleurs, ça, c'est un autre point. La violence du film. Oh, c'est là où je voulais en venir, moi, depuis un petit bout. La violence du film. Je sais que la BD doit être plus violente, Ben, mais les kills de Ash sont assez insane. Surtout le policier assistant de Eben. Là, ça m'a comme marqué à quel point je me souviens plus que c'était violent de même. Ben, c'est que la BD, c'est gore, mais il faudrait vraiment que vous voyez de quoi ça a l'air, parce que c'est particulier comme style, fait que tu vois moins. Puis moi aussi, ça m'avait étonné, là, à quel point le film, il est... Mais ouais, puis non seulement, c'est pas juste le gore, mais aussi les vampires, tu sais, le sang que tu vois sur eux. Il y a un vampire, peut-être qu'il y a un vampire qui ressemble vraiment à Batista, là. Batista, là, en tout cas, le gars qui est dans... j'ai fait lui casse par Batista, man. Il est tellement pareil, je me demandais si c'était lui pour vrai. Oui, man, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais, tu sais, niveau violence, là, les gars, t'as la première scène de violence de un... Tu sais, Seb, on se souvient, là, il y a des sacrilèges dans l'horreur. Tu te souviens-tu c'est lesquels? On tue pas les chiens. Oui. On tue pas les enfants. Puis ce film-là fait les 2. Oui. Fait que déjà, tu sais que c'est un hardcore film d'horreur. Quand il y a les 2. Parce que, tu sais, ça commence avec des meurtres de chiens, de un. Fait que tu sais que le film quand va même pas très graphique. Au début, tu as l'impression que tu vas t'en sauver parce que c'est un peu off-screen. Puis finalement, tu vois... Mais non, ouais. Les cadavres de chiens après. Le cadavre de chien, puis c'est une image assez frappante. Mais d'ailleurs, je sais pas...
ça revient un peu, Mick, à ce que tu disais avec tous les sacrifices. Moi, je trouve que le film devient moins bon après la scène du massacre, puis quand ils sont en mode survie. Oui, mais je trouve 100%. que le build-up au début était bon, puis le build-up aurait pu être vraiment plus long. Tu sais, quand le blizzard commence, puis... Oui, le build-up aurait pu être plus long s'il avait focusé sur les bons éléments. Sur le blizzard commence, l'isolement qui commence, ouais, c'est ça. les interactions commencent, au lieu d'être des scénarios américains pré-mâchés. Au lieu d'être « Oh, ça va mal avec ma copine. Pourquoi ça va mal avec ta copine? Tu devrais aimer ça. Oh, » tu sais, toutes ces affaires-là. Non. Focus sur l'isolement, le fait que les personnes vont être pognées avec leur propre démon, puis leur propre shitty person qu'ils peuvent être, puis toutes ces affaires-là, puis l'espèce de comme négativité qui vient avec ce noirceur-là, puis l'isolement, puis comment les gens ils vont devenir des monstres eux-mêmes, je sais pas. On s'entend, là, à ce niveau-là, un qui passe jusqu'à présent pour silence, là, mais le partner de Eben, c'est un méchant monstre. Il a enlevé la vie à sa femme et ses 2 enfants, puis prévoyait s'enlever la vie au lieu d'essayer de survivre. C'est extrême comme réaction, ça. Ben, tu vois, moi, je trouve... en tout cas... J'avais pas trouvé ça si controversé que ça, dans le sens que je trouve que c'est une réaction qui faisait du sens. Dans le lot d'humains. Ouais, genre dans le film, tu sais, comme il y a des monstres, la ville, tout le monde s'est fait tuer dans la rue, là. Il a vu des gens avec des shotguns tirer des humains qui sont pas morts puis qui ont ouvert du monde en deux. Puis là, t'as ta fille puis ta femme, comme... Je sais pas, pas que je le ferais, là, on s'entend, là, mais... ça va être tous ces réseaux sociaux. Je suis pas de même, moi, là, mais... dans le sens que, tu sais, je peux comprendre, genre, les raisonnements, puis j'ai trouvé ça bon qu'il décide qu'il a essayé de se suicider, mais il a pas été capable. Il était trop coward, comme ça fait du sens, dans le sens où... Je trouvais ça bon, mais je trouvais justement que c'était un bon exemple de violence plus... non graphique, mettons. C'est extrêmement violent ce qu'il fait, là. Puis sa réaction, puis tout, il vit pas bien non plus avec ça, là, clairement, parce qu'il était pas censé vivre d'un. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une gradation dans la violence. T'sais, oui, t'as la scène avec la petite fille, mais elle, tu vois pas sa tête être choppée. Après ça, t'as la scène où avant, là, mais pas loin, le gars qu'on a parlé dans la balançoire, lui, tu vois ça, un c'était coup. Avant. C'était avant? OK, mais tu vois un coup, puis tu sens, la petite fille, ça reste plus violent parce que c'est un enfant, on en a parlé. Mais quand tu arrives à son partner, puis que tu vois c'est 2 de ses coups de hache sur 3 avant qu'il le décapite, c'est assez sanglant et assez hardcore. Là. Puis avant ça, il s'est décollé sa main dans le broyeur. Puis cette scène-là est vraiment hardcore violente. Là. Je suis d'accord avec toi, mais je peux pas passer sous silence. Tu sais, l'autre personnage qui s'est fait mordre justement par la petite fille puis qui se fait chopper la tête. Oui, celui qu'on voit pas. Une fois, quand je l'ai regardé, je suis peut-être le seul à avoir eu cette réaction-là. Mais quand j'ai entendu le coup, on l'entend, là, ça donne comme un coup dans le mur. J'ai tourné la tête de l'écran. Puis j'ai réalisé que j'avais fait ça. J'ai fait comme, c'est ben niaiseux mon affaire. Puis je l'ai refait le deuxième coup en l'écoutant. Moi, je suis pas un lecteur. Fait que je pense que toi, t'es quelqu'un qui se fait beaucoup d'images avec des idées. Moi, j'en fais pas dans la vie. Toi, Ben, je sais pas où est-ce que tu te situes là-dedans. T'es plus quelqu'un qui a besoin de graphique ou t'es capable de faire des idées dans ta tête. Mais je pense que c'est ça l'inverse, Seb. Ouais. Parce que moi, je l'ai trouvé violent, celui-là. Je peux pas le nier parce que j'ai eu une réaction même par l'absence de... Mais les acteurs te donnent la réaction aussi, par contre. Oui. Les acteurs sont tous... C'est ça que je te dis dans la dualité de Eben. Tout le monde trouve ça trop rough que ce qui vient de se passer. Puis Eben, quand il revient, il est comme « Another day in the farm, bitch ». Mais Ben, t'en penses quoi? Pas Eben, Ben. Ouais, Ben, honnêtement, j'ai pas eu la réaction de Seb, là. Je suis un peu... Ouais, non, la violence me dérange pas tant, là, fait que le film, j'ai pas trouvé que c'était trop, là. Mais il est pas trop, mais il est quand même très violent. Ouais, non, il est très violent, puis il y a une couple de bons kills, là, notamment le kill à la fin, là, qui est excellent. Celui qui punch? Quand il punch le chef à travers la tête, là. Ah ouais. Ok, ben une autre affaire, on s'en parle, ça. Pour moi, c'est un point faible. Pour moi, c'est un point trop soudain. C'est genre, le gars, il a des centaines d'années de vie, il va se faire avoir par la première, genre, stratégie de merde. Je sais pas, j'ai pas aimé ce combat-là, moi. Moi, j'ai vu ça comme un lucky shot. Il a juste été chanceux parce qu'il était en train de se faire fuck up, là. Ça arrive-tu dans la BD, comme ça? Je m'en rappelle pas. Je l'ai pas avec moi, malheureusement. Shit, fuck.
Shit! Ouais, non, tu vois, moi, ce combat-là, effectivement, il est en train de se faire fuck up. J'aurais quasiment préféré qu'il utilise son environnement comme à son avantage. Je sais pas, qu'il trouve une pole de je sais pas trop quoi. Puis ça aurait été beaucoup plus classique, probablement moins violent, mais plus... Smart. Ouais, plus réaliste. Tu sais, que comme... C'était un lucky shot, mais ça aurait plus eu l'air d'un lucky shot que là, il a défoncé sa tête comme... Je sais pas. Mais mettons qu'on... genre un mètre et demi plus long. On s'entend que le combat en soi est pas terrible, là, mais moi, c'était plus le kill que j'avais trouvé nice. Tu sais, que tu vois, il est brutal, ouais. C'est vrai. la main au travers de la tête, puis il est quand même il est graphique. Mais je suis d'accord que, tu sais, comme fatality à la fin, puis comme combat, on reverra, là. Mais tu sais, on en parle. Quand je l'ai regardé, je l'ai pas trouvé off tant que ça. On dirait c'est dans l'analyse, en parlant. Là, je me dis que, ouais, c'est ordinaire comme finalité. Mais sur le coup, ça m'a pas tant dérangé que ça, on dirait. Fait que je suis d'accord avec toi, Ben. Mais pour revenir, mettons, dans le cycle de la violence, le cycle une affaire que j'ai trouvé nice, c'est que la balançoire, de un, c'est que souvent, on dirait que trop dans les films, un coup de hache égale tête arrachée. Puis clairement, j'ai compté au moins 4 coups de hache pour le gars qui était dans la balançoire. Fait que je trouvais ça quand même très brutal. Puis l'autre affaire aussi, c'est... OK, cette scène-là est peut-être un peu américanisée, mais on va quand même avoir du fun quand le loner il s'en va avec sa scie à neige, là. Puis qu'il fait son self-sacrifice, là. Il découpe un couple de vampires en deux, puis il y a du gore, puis il tire du monde avec son shotgun. C'est le fun, là. Moi, j'ai aimé cette scène-là, même si c'était très américanisé. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Vous l'avez aimé, vous avez trouvé trop... Moi, je l'ai aimé, cette scène-là. Ce que je reproche à cette scène-là, c'est qu'Eben, il court, genre, dans la neige, avec un genre de couteau canif, mettons, puis lui, il se promène avec une grosse machine, genre, puis il finit par trouver le moyen de se casser lui-même. Puis Eben, il fait n'importe quel shit avec un canif puis un fusil, puis il finit tout le temps par s'en sortir, tu sais. Cette proportion-là, dans l'analyse, c'est pas balancé, là. Lui, c'est clairement un suicide. Puis j'ai trouvé ça poche parce que j'ai trouvé ça out of character qu'il décide de juste ramer dans le mur. Il fait même un call comme quoi, genre bienvenue à Barrow, bande de merde. Ouais, c'est vrai. Quand il drop la dynamite, là. Ouais. T'as pensé quoi de cette scène-là? Moi aussi, j'ai trouvé que c'était... La scène, j'ai trouvé le fun, là. Puis justement, quand il pogne, il roule sur un vampire aussi, à un moment donné, je pense. Puis genre, il craque tout. Mais c'est ça, j'ai à ours dans sa machine, là. C'est pensé son affaire. Je pense que c'est... Ben, first, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Seb. C'est vraiment décevant parce que le personnage qui est l'owner, ça devrait être lui qui a le plus gros instinct de survie, là. Comme logiquement, tu sais... Fait que ça devrait être le dernier à vouloir se sacrifier, mais bon, ça fait un arc narratif nice de comme le loner décide de se sacrifier pour tout le monde. Je comprends, même si c'est ultra classique. Mais je suis d'accord avec toi, Mick. Moi, surtout dans le film, je trouvais que pendant un bon bout du film, les vampires sont comme trop forts, là. Ils meurent pas. Fait que c'est le fun quand ils commencent à mourir à la fin. D'ailleurs, je veux votre opinion là-dessus. Au début, à un moment donné, Stella puis Eben, ils se font genre attaquer par les vampires au début du film. Puis t'as Beau qui arrive avec son truck. Puis il en ramasse genre 3 avec la pelle du truck. Il les étampe sur le mur, mais il les coupe pas en 2. Puis j'étais comme Chris, il les a ramassés fucking vite avec son truck. Puis ils se sont juste écrasés. Dans ma tête, ça faisait aucun sens, là, mais semble qu'ils auraient chopé en 2. Là. Il me semble qu'il y en a un qui chope. Il y en a un qui chope, il me semble, non? Mais c'est peut-être un détail vraiment pas important. Là. On dirait que c'est juste... J'avais trouvé ça... J'aurais aimé ça qu'ils coupent les vampires en 2, tu comprends? Ouais, ça aurait été bon. Ça aurait été très violent au début. Moi, ce que j'aime pas, mettons pas ce que j'aime pas, mais c'est le fait qu'ils réussissent quand même à s'échapper, là, Eben puis la fille. Quand que, clairement, là, ils vont se faire pogner, là. Ils courent clairement plus lentement que les vampires. C'est ça. Les vampires ils sont capables de couvrir la distance les vampires, mais ils sont debout d'incongruence dans ce film-là au niveau des vampires versus leur réaction. Là. Ça, on pourrait en jaser tout le long, je pense. Ouais. C'est au niveau de... Ils rentrent dans toutes les maisons, puis finalement, ils rentrent jamais dans l'heure où est-ce qu'ils sont cachés. Là. Ce qui est les scènes beaucoup trop longues du film, là. Quand ils sont cachés pendant environ 20 minutes du film dans une maison, je peux comprendre que c'est de même que ça se passerait, mais c'est plate comme spectateur. C'est juste ça. Ça n'avance pas le récit, puis c'est juste logique. En même temps, c'est cool de les voir se déplacer sur le toit, puis tout ça, mais ça vient vite redondant, puis ils exploitent ça mal. Parce que c'était 30 jours de nuit aussi, ça pouvait pas juste être genre une semaine de nuit.
C'est sûr. C'est vrai. Il fallait faire passer le temps. Fallait qu'ils montrent qu'ils ont survécu longtemps, mais en même temps, je me dis, la ville doit être un peu plus grosse que ce qui se laisse paraître à l'écran quand même dans ce cas-là, sinon ça fait pas de sens. S'il y avait genre 20 bâtisses, il aurait fait le tour vite en crime. Là. Non, ben oui, c'est ça. Puis, by the way, là, ouais, vas-y. parce que parce que je veux sauter à une autre scène, là, Ouais, fait que... Ben oui, vas-y, on est rendu. Tu sais, à la fin, quand Eben, il tue le chef, là, puis les vampires, ils font juste... Ils se dissipent, ils se poussent. Mais comme, pourquoi ils l'ont pas fuck up à ce moment-là? Tu sais, je comprends, moi, il a tué leur chef, mais comme... Parce que quoi? C'est leur représentant, leur chef, là. C'est le Ouais, mais c'est ça. Wolfpack. Il a tué le chef, mais tu sais, ça change rien, il fait pas partie de la gang, là. Je me dis, la réaction serait de le tuer pareil, c'est là que l'aspect plus que c'est des animaux prend le dessus. Il a tué le alpha, fait qu'il devient le alpha, fait qu'il leur fait juste peur. Il est plus alpha que eux, puis il est plus violent parce qu'il vient de buter le chef, fait qu'eux autres... Ok, ben mettons, là, on est rendu à la fin. Eben se prend du sang de vampire pour se transformer pour aller battre le chef parce qu'il se dit c'est la seule façon que je vais réussir. Là, moi, ma question, Ben, là, vu que tu as posé ta question, là, comment ça se passe la fin dans BD? Ça se passe exactement comme ça. Puis la fille est pognée dans le feu, puis elle est sur le bord de mourir avec un autre enfant, puis tout ça? Ou... Ouais, de mémoire, c'est le film overall est assez fidèle à la BD. Là. Okay. Ils ont pris comme je te dirais des libertés artistiques puis des trucs qui sont plus condensés, mais dans comment ça se passe, c'est assez fidèle. Là. Puis évidemment, il y a moins de détails sur comme la partie sont isolés. Mais ouais, ça se passe comme ça. Ce qui est un très de grand défaut du film, malheureusement. J'arrête pas là, de le signer, mais c'est vraiment un miss opportunity. Mais continue, Ben. Ben, ça se passe comme ça. Puis d'ailleurs, si tu me laisses faire une petite... tangente / aparté. Tu sais, Eben, il meurt à la fin parce qu'il brûle à cause du soleil. Dans la BD, la deuxième, Stella, au fond, a fait des conférences partout aux States pour raconter ce qui s'est passé à Barrow. Elle a en même temps les centres de Eben. Puis bref, en tout cas, c'est super intéressant parce que, genre, dans la BD, son publisher, son livre, c'est comme décrit comme étant de la fiction. Fait que personne la croit, mais tu sais, c'est vrai. Puis là, éventuellement, elle fait revivre Eben. Puis quand elle le fait revivre, comme de fait, la première affaire qu'il fait, c'est la tuer. Parce que c'est un vampire. Fait que quand tu perds de son côté, comme dark à l'intérieur, ou comme qui est pas capable de contrôler la bête, ben, ça se manifeste comme ça, tu sais. Mais je te jure que je pense que ce film-là essayait d'exploiter ça. Puis il a été vers une autre tangente hollywoodienne qui était pas intéressante. Puis s'il avait exploité le côté on essaie de faire un character study de Eben en même temps de faire ce film-là, ça aurait été vachement plus intéressant. Clairement. Puis il y avait l'opportunité, puis ils l'ont essayé de l'exploiter. Ça paraît que c'est d'un thème, moi, je trouve, personnellement. Oui. Moi, j'ai juste mis d'autres étiquettes dessus, mais c'est ça pareil. Ouais. Fait que effectivement, Ben, la lumière que tu apportes sur le deuxième tome est très intéressante par rapport à ça. Puis justement, là, est-ce que votre petit côté softy a trouvé que la fin était quand même réussie? Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une charge émotionnelle. La scène où est-ce que Ben il brûle, j'ai trouvé que c'était quand même... J'étais investi. Ça m'a surpris. Je sais pas si vous autres avec ou pas nécessairement. Ouais. Ouais. Puis moi, je me rappelle de quand j'ai vu le film back then, ça m'avait aussi un petit peu choqué, là, mais comme ça m'avait... Touché. J'avais eu... Ouais, touché, c'est ça. Puis j'ai trouvé hier aussi que ça avait fait le même effet. Tu sais, comme tout... C'est quand même la preuve que le film est réussi. C'est ça que ça m'a apporté au final comme sentiment. Je sais pas si t'es d'accord. Ben, continue, je t'ai coupé. Hein. Ah non, mais j'allais rien dire de pertinent par rapport à ça. Là. En fait, j'abordais dans le même sens que toi. Là. Je pense que finalement, tu sais, au début, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu cliché. Là, comme, elle manque l'avion parce que tout le monde veut qu'elle reste avec lui parce que tout le monde est fucking nosy puis se permet de commenter sur leur un setting de comédie romantique. Ouais, j'étais genre, qui fait ça dans la vie? Elle s'en va un mois pour éviter genre un mois de soleil, un mois de nuit. Là, personne n'empêcherait d'être en dépression. Yo, c'est cruel. C'est vraiment chien, ouais, c'est ça. C'est pas, tu fais pas ça, là. À la limite, comme il y a séquestre, là, je sais pas, là. Fait comme au début, j'étais genre, tu sais, c'était un move de psychopathe un peu, là. Je sais pas. De la part de toute la ville. Ouais, je croyais pas tant, mais à la fin, t'as raison, là. Tu fais comme, hey, elle était même pas supposée être là. Ils sont divorcés, puis finalement, comme ils se sacrifient pour eux autres. Puis ouais, il y a une portée émotionnelle. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça... Ben oui, j'étais investi.
comme tu dis, moi aussi. Puis je trouvais ça rough parce que c'est un suicide au fond. Ouais, quand même. Ben oui, mais il est inévitable. Ben non, il est évitable. Il n'y a aucune indication que les autres vampires se sont suicidés par le soleil. Il aurait pu essayer, il aurait pu rentrer dans une maison, il aurait pu l'encager pour essayer de se dire... La vraie suite de ce film-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer Eben en humain à présent, tu sais. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Là, on se dirige vers la fin de l'épisode puis aller vers nos recasts. Mais avant ça, est-ce que les gars, vous aimeriez rajouter quelque chose vu qu'on a été dans une version libre sur des éléments du film ou sur des choses que vous avez plus aimé, moins aimé, avant notre appréciation, en fait? Avant qu'on fasse notre appréciation, est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez qu'on discute un peu? De mon côté, pour vrai, je m'attendais à ce qu'on laisse des trous, mais c'est faux. On a tout fait ce qui était pertinent. Okay, moi, j'aurais un point, c'est la dernière fois que je parle de la BD, là, mais j'ai repensé à ça hier, puis j'ai été le revoir, puis je trouvais que c'était vraiment brillant. Dans une des nouvelles de la BD, qui passe dans l'univers des trois autres BD. Ouais. Il y a au fond, la nouvelle, c'est un club de lecture dans genre une banlieue de Chicago, là, de quoi de super blanc, tranquille. C'est genre, pendant le club de lecture, le groupe lit le livre de Stella. Puis là, ils se mettent à paranoïer un peu parce qu'il y a un de leurs voisins qui est bizarre, puis il sort juste la nuit. Puis ils sont genre, c'est peut-être un vampire, peut-être qu'il existe pour vrai. Puis ils se hype, puis là, comme, ils croient à la conspiration, puis ils se mettent à l'épier. Finalement, ils se disent comme, OK, faut qu'on fasse de quoi, faut qu'on protège le neighborhood, on y va, on le fuck up. Ils vont dans la maison du gars, ils le tuent. Puis là, tu switch de perspective, puis il y a des vampires qui habitent à côté. Puis le gars qui ont tué, c'est pas un vampire, puis les vampires sont genre, OK, mais il y a nulle part de safe aux States, là. Tout le monde est trop fucké. Je trouvais que c'était tellement comme un peu prémonitoire sur genre en ce moment la désinformation, puis genre les conspirations, puis le monde qui croit à des affaires qui pognent sur Internet. Je trouvais que c'était brillant, puis c'était un peu... Oui, c'est intéressant comme approche. C'est bien hot. Ouais. C'est très intéressant comme nouvelle. C'est une belle twist. C'est vraiment une belle twist. Dommage que tu l'aies vendu. Non, c'est pas vrai. C'est très hot. Je suis certain que graphiquement, c'est le fun à regarder. Fait quoi, les gars, moi, je dirais pour notre appréciation générale, puis en dehors de d'habitude, souvent, je renvoie l'appareil à Seb ou à Ben, mais là, ça vous dérangerait-tu que je commence? Non, mais tu vas t'ouvrir une bière avant, par exemple. Je vais m'ouvrir une bière avant, effectivement. OK, I'm all ready for rock and roll. Fait que non, mais fait que dans le fond, comme j'ai dit, il y a autant d'éléments que j'ai aimés que j'ai pas aimé. Le scénario trop américanisé, trop usiné, j'ai vraiment pas aimé ça. Les interactions avec beaucoup de personnages, les archétypes qui sont beaucoup trop présents, j'ai pas aimé ça. Mais le setting, j'ai adoré ça. L'ambiance de neige, le contraste avec le sang, la neige, l'isolement, tout ça, c'est des éléments que j'adore du film. Les vampires, j'ai autant aimé que j'ai détesté. Fait que, tu sais, pour un film qui a tous les éléments que j'adore, mais plein d'éléments qui viennent me gosser. Très polaire, hein, comme critique. Ouais, c'est un 6 sur 10. Ça passe, mais pas sans plus. Parce qu'il y a trop d'éléments qui me gossent, mais il y a plein d'éléments que j'adore aussi. Fait que c'est fâchant comme film parce qu'il aurait très facilement pu être dans mes tops. T'sais. Mais il y a tellement de miss opportunities puis tellement de choses qui clochent. Comme le design des vampires, on en a parlé, les interactions de personnages qui sont poches, la lenteur du film qui n'est pas nécessaire. C'est un film qui aurait très bien pu rentrer à 1h35. Puis facilement à voir tout. Là. Mais c'était-tu ta première écoute, deuxième, huitième? 3 ou 4e. Je l'ai vu au cinéma, comme j'avais dit. Puis je l'ai réécouté après le cinéma 1 ou 2 fois facile. Fait que je pense que c'était ma 4e. Okay. Mais ouais, c'est ma moins bonne écoute. Mais c'est la fois que je l'ai écouté ou que j'étais le plus vieux aussi. Peut-être que j'ai... C'est comme... J'ai dans un esprit d'analyse. Ouais, puis peut-être avec un esprit d'analyse, t'as vu plus de films aussi. Je sais pas à quand datait ton écoute d'avant. Là. Mais j'ai l'impression qu'on va y aller en crescendo, fait que je lancerai peut-être la perche à Ben pour son appréciation. Yes, ben moi, c'est pas mal dans le même ballpark. Là. Je donnerais un 6.5 pour 2 raisons principales. Premièrement, parce que je pense que c'est un film qui est correct à regarder en its own. Là. Tu connais pas l'univers ou comme tu le suranalyses pas, mettons, ou t'es pas un fan de films de vampires ou peu importe. C'est comme un correct film d'horreur. Tu sais, ça s'écoute bien. Surtout l'hiver, mettons, comme hier, veille de tempête. Genre, moi, j'ai écouté la bonne ambiance. C'était cool, tu sais. Fait que un peu long, mais reste que ça va. Par contre, le film me frustre. Je trouve qu'il y a trop d'occasions manquées. Tu sais, Ben oui. J'ai l'impression qu'il y a comme différentes équipes qui ont travaillé sur ce film-là, puis il n'y avait pas tout le même niveau de qualité. Tu regardes
C'est comme je l'aurais dit, la direction photo est super bonne, mais les gens qui ont écrit le film, j'ai l'impression qu'ils ont juste pris plein de raccourcis puis sont dans des stéréotypes et des clichés vraiment faciles. C'est une belle hypothèse que t'as là. Comme du pourquoi, là. Ah, wow. Ouais, je suis d'accord. Fait qu'on dirait que le film me frustrait à plein d'égards pour ça, surtout d'autant plus que j'ai lu les BD avant. Fait que c'est un 6.5, mais comme tu dis, Mick, moi je pense que ça aurait pu être un solide 8, là, un bon film de vampire. Là. Il y avait le potentiel d'être un 8. Ouais. Avec le concept, le setting, tout ce qui était mis en branle au début, rend ça moins usiné, c'est un 8. C'est ce que je pense. Mais Seb? Ben, honnêtement, je suis rentré dans la conversation, puis dans ma tête, moi, je l'avais mis un 8. Holy shit! Oh. Mais, concède la plupart des points que vous lui apportez. Moi, j'avais des attentes par rapport à ce film-là avant de le regarder, parce que je l'avais probablement mis plus gros qu'il était dans ma tête. J'avais l'impression qu'il avait rempli ces attentes-là. La réalité est qu'il a un paquet de faiblesses. Puis j'en ai dénoté quelques-unes moi-même. Ce qui fait qu'après la conversation, je peux pas y donner 8. Mais je donne quand même un 7. Pour moi, c'est vraiment une belle découverte. C'est un bon film. Ça se regarde. Mais pour toutes les raisons qu'on a nommées, ça le diminue un petit peu. Il n'est peut-être pas ce qu'il aurait dû être ou ce qu'il aurait pu être au niveau artistique, mais c'est quand même une belle découverte. Mais pour une première écoute, un 7, c'est très, très légitime parce que c'est sûr que j'étais à un 7 et en haut à première écoute. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que j'ai eu le 8 du wow. Déjà, à la deuxième écoute, j'avais dénoté quelques petits points, mettons. Après la conversation, ça a continué de couler, tu sais. Fait que je suis revenu sur la terre, au fond. Mais est-ce que vous recommandez quand même, les gars? Bien ça, sûr, c'est la question moi. que toi, c'est ouais. Toi, ouais, Ben? Absolument. Ouais, moi aussi, je peux pas ne pas recommander ce film-là parce que c'est quand même une belle qualité de production, là, on va se le dire. Là. C'est quand même bien produit, bien acté. Il y a beaucoup de qualité à ce film-là. Le setting est quand même nice. C'est juste que c'est plate que ça soit du déjà vu. Autant pour quelque chose d'aussi original à la base. Puis j'ai l'impression que d'aller consulter le matériel source, ça ajoute au film, je suis convaincu. Pas probable. Mais je sais pas si ça sert vraiment le film, parce que peut-être Ben, ça a diminué son expérience du film parce qu'il était accroché à la comparaison, mais je suis certain que ça va rendre hommage à ce qu'ils ont fait de bien, mais plus souligner ce qu'ils ont fait de moins bien. J'ai-tu tort, Ben? Ouais, ben c'est sûr que j'avais cet œil-là parce que je savais que vous aviez pas lu les BD, fait que je voulais apporter ce point de vue-là. Mais je te dirais que c'est l'affaire qui est la plus frustrante, c'est que si le film avait été meilleur, il y aurait eu du juice pour faire 2, 3, 4 films, peut-être dans l'univers, mais là, j'ai l'impression que ça a été juste peut-être trop générique ou pas assez, il n'y a pas eu assez de succès. Ça aurait pu être un bel univers. Ouais, c'est ça. Pour répondre à ta question, Seb, je te dirais non, c'est quand même proche de la BD. Je trouve que hommage. Ouais, là où ça n'a pas pogné, c'est comme, je sais pas, dans les dialogues, dans les personnages, mais pour le reste, le setup, les personnages, l'esthétique, c'est quand même proche. Là. C'est quand même beau. Ces trucs-là sont quand même intéressants. Le problème, c'est justement les clichés puis l'usinage de scénario. C'est ça les gros problèmes du film. Moi, les boys, si on s'en va vers le recast, j'en ai 3. Qui dit mieux? J'en ai 3 aussi. Ben? Moi, j'en ai pas, mais pendant que vous faites les vôtres, je vais essayer d'en faire on the fly. Moi, je pense que c'est probablement mon recast qui est le plus à gauche et à droite depuis le début. Ah ouais, ça va dans tous les sens. Fait que je pense que je peux peut-être commencer au pire. Ouais, vas-y. J'ai hâte de voir à quel point. Le partner de Josh Hartnett. Ouais, moi aussi je l'ai. Key and Peele, connaissez-vous ça? Là? Tu sais, Jordan Peele, il faisait des sketchs avec Key. Fait que c'est Keegan Michael Key. Fait que K-E-E-G-A-N, Michael comme Michael, Key, K-E-Y. Lui, c'était le partner de Eben. Ok, nice. Puis ça a rapporté un tout autre film parce que c'est un gars d'humour. Ouais, c'est ça, il fait plus des comédies. Ouais, tu l'as déjà vu dans un film, Sam? Je l'ai vu brièvement dans une série. Ouais, mais il fait des séries, des films, ben des affaires. Dans des sketchs, je crois. Ben, t'as-tu eu la chance de le pogner ou t'es au prix dans ton recast? Non, je l'ai pogné, puis je pense que c'est un bon recast parce que le partner de Eben, il est un peu basané, genre, il a un peu le teint foncé, fait que ça fit, ouais. Sinon, tu sais, il y a 3 travailleurs qui sortent, puis il y a une fille qui se fait croiser par ces 2 travailleurs, là, puis qui toffe pas mal tout le long du film. C'est vrai, elle survit, elle.
Ouais, fait que la fille qui survit puis qui est creusée par les 2 travailleurs, c'est la fille de l'UQAM. Un petit brin d'actualité. Par similitude physique. Donc, c'est fou que cette fille-là soit devenue une... tout le monde la connaît au Québec. Quel gros move de sa part, la photo de l'UQAM. Mais bon, fait que c'est elle. Puis le vieux qui fait de l'Alzheimer, à cause du film The Father, j'ai mis Anthony Hopkins, comme s'il rejouait son rôle dans le film The Father. C'est bien, ouais. ça. Bon recast. Cool. Fait que ça va vraiment à gauche puis à droite. T'as un gars d'humour dans un film qui est zéro humoristique. La fille de l'UQAM, que ça n'a pas rapport. Puis Anthony Hopkins qui est overrated pour ce film-là. Fait que c'est vraiment à gauche puis à droite. Là. C'était pas constant pantoute. Il n'y avait aucun thème. C'est vrai que t'avais pas de thématique. Zéro, là, ça allait à gauche puis à droite. Seb? Fait que moi, j'ai le partner aussi. Mais moi, je l'ai recasté par Joe Manganiello. Oui, ok, ouais. Le gars dans... il joue dans... Magic Mike, entre autres. Puis dans... I Met Your Mother, c'est un des amis avocats de Marshall, pour ceux qui savent de quoi je parle. Mais bon choix. Puis, ouais, similitude physique, je le trouvais très on the spot, selon moi, du moins. Et puis, ensuite j'avais le gros barbu, son nom de personnage, c'est Bo Brower. Le gars qui se suicide pour rien, là. Exactement. Le gars qui, je ne fais pas partie de cette communauté, moi, je fais gratter les rues ici. Ouais. Je l'ai recasté par Robert Longstreet, qu'on a vu notamment dans... Comme Longue-Rue, genre? Hill House. Ouais, Longstreet. Dans Hill House, dans Midnight Mass. Ben oui, c'est bon, ça. Mais oui. Parce qu'il joue le même rôle que dans Midnight Mass. Je sais, c'est le loner barbu. C'est lui. C'était comme trop évident. Là. Je l'ai fait, mais j'étais un peu ashamed, c'était facile. Il joue le même archétype, fait que, ok, c'est bon. Exactement. Je fais pas partie de cette communauté, mais je suis pris sur une île. Ouais, excellent. By the way, Ben, t'as-tu vu Midnight Mass? Non. Je suis sûr que tu big. ça, toi. Oh my God. Bon? Faut t'écouter ça. C'est excellent. T'as-tu aimé Hunting of Hill House? Ah oui. J'ai aimé Hunting of Hill House, mais j'ai pas aimé le Bly Manor. Ouais, ben Bly Manor était pas bon, mais c'est à cause que Mike Flanagan a réalisé toutes les Hunting of Hill House. Ouais. Il a réalisé 2 épisodes de Bly Manor, puis il a laissé faire le reste, mais Midnight Mass, c'est tout lui qui l'a réalisé. Puis c'est lui qui a réalisé, entre autres, Doctor Sleep, puis aussi Oculus, puis tout plein d'autres films. Là. C'est un très bon réalisateur, puis Midnight Mass, il deliver as fuck. Là. C'est un film ou une série? Une série, genre 8 épisodes, je pense. 7 ou 8. Oh, c'est sur Netflix en plus. Oh, Big, c'est sweet as fuck, ça, man. Ah, ouais. c'est bon. C'est bon, man. C'est pas loin de Hunting of Hill House. Ça. Vraiment bon. Piqué ma curiosité fortement. Là. Puis, d'ailleurs, j'ai failli te spoiler des affaires, mais je t'ai dit... On a fait un épisode court là-dessus, Mick. Ouais, on a fait un... C'était pas un... Fait petit que épisode. Si tu veux en parler avec nous, mais par le billet, tu iras regarder l'épisode et tous les autres gens qui nous écoutent en ce moment. Ah, mais faut t'écouter cette série-là. Mais oui, il faut que tu la regardes, Ben. Tu as vraiment aimé ça. Je suis en train de checker sur Google Images, puis ça a l'air dans mes cordes. C'est très hallucinant. Là. Tu vas... Je suis prêt à mettre ma main au feu que tu vas aimer ça. Mais ouais, fait que Seb, ton prochain? Mon dernier, c'est Doug, le personnage qui s'appelle Doug. C'est un des survivants, là. C'est celui qui est un peu plus le jog de genre, on va laisser tout le monde derrière, puis fuck les autres, on va y aller, là. Puis lui, il me faisait penser à Alfie Allen, qui était dans Game of Thrones, qui était le... C'était quoi son nom dans Game of Thrones? Merde, je me souviens plus de son nom. Theon Greyjoy. Ouais, c'est ça, c'est Dickless, Theon Greyjoy. Dickless. Ouais, mais quand il est barbu, il me faisait vraiment penser à ce personnage-là, mais Doug, il n'a pas une grosse place dans ce film-là, fait que c'est comme un personnage nowhere pour... C'était ton plus gros stretch. Ouais, pour mon recast, mais... Ouais, je suis quand même fier. Il est meilleur ton recast que le mien. C'est sûr. Ben, t'as-tu réussi à trouver? J'ai un seul recast, puis c'est Josh Hartnett. Puis vous allez peut-être m'envoyer chier et être vraiment pas d'accord, mais je pense que Robert Patterson aurait été bon. C'est ça son nom? Le gars qui jouait dans Lighthouse? Oui. Robert Patterson, selon moi, c'est un des meilleurs acteurs de notre génération. Fait que le mettre dans un film où est-ce qu'il peut avoir une dualité intérieure, j'achète à 100%. Là. Je trouve que c'est un excellent recast. Ok, nice. Je suis d'accord avec ça.
trop controversé, mais ok, cool. Non, C'est mon seul recast, par contre. Aucune controverse, on aime bien Josh Hartnett. Josh Hartnett, on aime bien, mais on aime beaucoup Robert Pattinson. Nice. Ouais, Pattinson, il deliver. Ouais. Sinon, les boys, qu'est-ce que vous avez écouté cette semaine? Moi, j'ai beaucoup de choses parce que j'étais en rattrapage de genre Oscar-worthy movie, là, fait que je peux laisser quelqu'un d'autre y aller en premier. Pour vrai, je vais y aller parce que ma semaine autre podcast était un peu de la merde. J'ai regardé... Bon, c'est une thématique, là. Je me suis abonné à Disney+, fait que je fais mon rattrapage de Disney+. C'est complètement pas la même thématique que toi. J'ai regardé le premier épisode de Boba Fett, qui est comme la nouvelle série comme de Mandalorian. Tendance, ouais. Autant de Mandalorian, j'aimais ça énormément. Je trouvais ça super nice à regarder. Le premier épisode de Boba Fett m'a juste donné le goût de me désabonner tout de suite puis pas finir le mois. Excellent, ça. J'ai arrête pas... d'être dans le thread de Star Wars. J'ai Disney, pas... Ouais, mais j'ai pas poussé plus mon analyse. Peut-être que je devrais écouter le deuxième épisode, mais j'ai pas assez accroché le premier. Au niveau qualité de réalisation, c'est du Disney+, c'est Star Wars, c'est top-notch, mais au niveau de l'intrigue, même les personnages, je me suis pas attaché. Fait que c'est probablement que je vais pas les finir. À part de ça, as-tu écouté d'autres choses sur Disney Shout-out? Non. Ah bon. Pas cette semaine. C'est tout? Oui. Ben? Moi, j'ai pas écouté de série ou de film. Par contre, j'ai écouté une série de vidéos sur YouTube. Le mec, peut-être que tu connais non, mais c'est pas une joke, par contre, c'est très très bon. GCS, Jim Can Swim. Non. C'est un gars qui fait des analyses, puis je connais pas son background, fait que je sais pas à quel point, mettons, c'est kosher ce qu'il fait, mais il fait des analyses d'interrogatoires de police avec des criminels qui ont commis des crimes genre horribles. Puis là, tu sais, c'est des long forms, puis le gars, ces vidéos ont genre 9 millions de views, là. Il est super populaire. Puis ça, c'est des vidéos de comme 1 heure, puis il déconstruit le langage corporel, les techniques d'interrogatoire, mettons, ce policier-là, là, tu vois qu'il essaie de l'amadouer ou il l'appelle par son prénom alors que ce gars-là a un statut dans la vraie vie pour le déstabiliser, blablabla. Puis là, il explique tout ce qui mène au payoff. C'est quand même intéressant. C'est fascinant. Sincèrement, là, c'est meilleur que ce que... Genre là, je le décris comme semi, là, mais vous irez écouter ça. Lui, il fait quoi dans la vie? Comment, c'est quoi sa chaîne? GCS. Juste... En français? GCS. C'est un psychologue, lui? Ou J'ai aucune idée. Je sais pas si c'est comme des bonnes analyses qu'il fait, mais c'est fascinant à écouter juste parce qu'il explique aussi, tu sais, c'est quoi ces gens-là ont fait puis comment ils ont été pris. Fait que juste comme de voir, le background est intéressant. Ouais, juste voir un meurtrier comme se faire interroger, c'est comme fascinant, là. By the way, c'est en français, JCS. Non, G, c'est J. J? J? Ah, t'as raison. C'est GCS. Non, mais je pose la question parce que j'ai marqué GCS dans YouTube, puis je trouve juste des affaires de coma, Glasgow Coma Scale. Ouais, non, c'est J. Mais là, J, c'est G. Non, J. J comme... mais là, tu l'as dit en anglais, en français. C'est JCS. Non, mais J comme un joint, c'est comme un... la camomille, S comme... Je l'ai trouvé maintenant, là, qu'on est en franglais. Je savais pas qu'on était en franglais, les gars, là. C'est bon. Ben, c'est juste ça, t'as bench-watch cette semaine, Ben? Ouais, mais j'en ai trop écouté. Ah. Moi, les boys, comme j'ai dit, je rattrapais, mais je vais vous nommer 4 films, là, puis au pire, il y en a un que je vais vous imposer des informations, puis au pire, un autre si vous êtes curieux. Là. J'ai écouté Tic Tic Boom. En fait, j'ai écouté 3 films Netflix, puis un film Amazon. Tic Tic Boom, Power of the Dog, The Hand of God, Curious, puis Annette. Fait là, dans le fond... Annette, je m'en fous. Tic Tic machin, c'est quoi? Tic Tic Boom, c'est que Andrew Garfield, c'est sur celui qui a écrit entre autres la pièce Rent. Est-ce que c'est bon? Ben, ça a l'air bien réalisé. Le problème, c'est que moi, j'ai été voir West Side Story au cinéma avant que les cinémas ferment. J'ai vu Annette aussi, que tu as voulu t'en foutre. Là. Mais puis c'est 2 comédies musicales aussi, puis sont exceptionnelles comparées à Tic Tic Boom, qui est dans une année où est-ce qu'il y a des comédies musicales vraiment incroyables. Fait que Tic Tic Boom est oubliable, sauf pour Andrew Garfield, qui est excellent. OK. Il sauve le film parce que sinon, ça serait juste oubliable.
Mais Annette, c'est vraiment artistiquement très intéressant. La musique est débile. La mise en scène est folle raide. T'as plein de trucs intéressants. Un peu trop long, mais le voyage en vaut la peine. Là. Puis le payoff, la dernière scène est très, 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 très bonne. Okay. The Power of the Dog, c'est super bon, mais c'est un peu routinier. C'est comme un film flawless qui a aucun défaut quasiment, mais qui est 100%... On dirait que j'ai un feeling de déjà vu. Fait que c'est un film... OK. Je vais juste... mettons, si je te dis c'est similaire à There Will Be Blood. Non, There Will Be Blood, c'est beaucoup plus excellent. Là, parce que There Will Be Blood, c'est... There Will Be Blood, c'est un anti-héros que tu suis, puis c'est... On dirait que j'avais le même feel en regardant la bande-annonce. J'avais le même feel de genre... Je sens que ça va être bon, mais... En tout cas... OK, ben, mettons, c'est There Will Be Blood, Meet, Call Me By Your Name ou Brokeback Mountain. OK. Genre, non, pas Brokeback Mountain, plus... Non. En tout cas, je sais pas, c'est tough à dire. C'est juste un film qui est fait à la perfection, mais qui est redondant puis déjà vu. Fait que, tu sais, esthétiquement, thématiquement, tout est comme on the spot. Fait que c'est comme un film semi-parfait, mais qui est plate parce qu'il est déjà vu. C'est ça qui est étrange comme feeling. Fait que, tu sais, moi, j'ai donné 3 étoiles et demie, mettons, sur Letterboxd parce que c'est comme le minimum que je pouvais donner parce que mon facteur enjoyment n'était pas dans le tapis, mais c'était un film flawless. Puis mon coup de cœur là-dedans, c'est The End of God. The End of God, qui est le même réalisateur que The Great Beauty, Ben. Je l'écoute-tu tout de suite? Ah ouais? Ouais. C'est... Je connais pas. The End of God, le même réalisateur que Youth, que Seb a beaucoup aimé, que Great Beauty, que Seb a beaucoup aimé. Puis là, il a fait The End of God, qui est à la hauteur de ces deux films-là. Mais Benjamin, il a adoré Great Beauty. Moi, Great Beauty, c'est dans mes films préférés ever. Fait que dans mes top 10, fait que j'ai trippé, puis The End of God est pas loin derrière. Là. Ah ouais? Oh wow! Ben, il est pas dans le top 10, mais j'ai vraiment aimé ça. Il y a une sensibilité, ce réalisateur-là, puis une façon de présenter les choses que je trippe. Là. The End of God puis The Green Knight, c'est mes 2 films préférés de 2021. Là. Sans conteste. Là. Oh, The Green Knight, ouais, ça c'est un que je veux voir. Là. Il n'y a pas rien qui accote ça. Pour le moment. Fait que c'est ça, les boys. Seb, un petit mot de la fin? Ben, comme d'habitude, suivez-nous sur toutes les plateformes. On est partout. Ben, en fait, juste sur Facebook puis Instagram. C'est déjà suffisant pour nos petites compétences en réseaux sociaux. Torchez-vous avec. Un petit like, un thumbs up, un 5 étoiles sur les plateformes si vous aimez ce qu'on fait. Puis parlez de nous aux gens autour. Au fond, ça nous aide à grandir puis à se faire connaître si vous aimez ce qu'on fait. N'hésitez pas à commenter sur toutes les publications qu'on fait ou nous envoyer directement des messages privés. On répond à tout le monde si vous avez des suggestions ou des commentaires désobligeants. On répond aux gens désobligeants quand ils restent polis. Et puis, ben c'est ça. On espère que vous avez aimé l'épisode. Hey, merci encore, Ben, d'être présent. Hey, merci encore, les gars. Donc, attention à vous et bonne semaine.